On démarre? Si ça vous va? Allez, go. Bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Anadi, fondateur de Delville Management, cabinet de management de transition. Merci déjà à tous de nous avoir rejoints et merci de l'intérêt que vous portez au management de transition. Alors, on le voit et on le voit d'ailleurs de plus en plus, puisque aujourd'hui, comme Anne-Lise le soulignait à l'instant, c'est plus de 200 personnes qui sont présents pour assister à ce webinaire. Preuve que le management de transition intéresse et continue d'intéresser les uns et les autres. Les 200 personnes connectées, elles sont connectées d'ailleurs de loin pour votre gouverne, puisque au-delà du fait qu'il y ait des gens qui soient à peu près partout en France, il y a des gens également qui sont situés en Europe. On nous écoute de Rome, on nous écoute de la Belgique, mais on nous écoute également depuis le Canada, depuis Hong Kong, depuis l'Afrique du Sud, depuis la Tunisie. Et il y a même une personne qui est à Shanghai en fin d'après-midi, j'imagine avec le décalage horaire. Voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait de le savoir. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir accepté notre invitation. Marianne, on se connaît bien. Je t'ai impliqué moi-même en mission il y a quelques années sur une très belle mission dans l'industrie chimique, on dira. Une mission qui a duré une petite année et qui a été couronnée d'un fort succès. Pour faire les présentations, j'en profite, Delphine Philippe, qui est en charge du Club Delville au sein de Delville Management. Je reviendrai sur ce qu'est le Club Delville. Et puis Anne-Lise, qui s'occupe de la coordination, mais qui est sur des responsabilités beaucoup plus larges au niveau du marketing. Chez Delville Management. Voilà, il y a une personne qui dit « Je ne vous vois pas à l'écran. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde nous voit ?» C'est bien de nous entendre parce qu'Anne-Lise a partagé son écran, donc tout le monde voit l'écran d'Anne-Lise. Oui. Bon, a priori, ça a l'air de marcher. Alors, ça doit être chez ce monsieur que ça ne fonctionne pas. Tout le monde dit que c'est bon. Très bien, merci. Alors, Marianne, on a fait on a fait une mission ensemble. Marianne, c'est la experte de la relation client, de la direction commerciale. Et donc, dès qu'il y a des problématiques qui sont liées à ces sujets-là chez nos clients, on appelle Marianne. Tu te présenteras tout à l'heure rapidement, mais ça fait 10 ans en fait que tu fais du management de transition. Et donc, c'est assez naturellement, et tu es membre du Club Delville d'ailleurs, et c'est assez naturellement qu'on a organisé ce webinaire avec toi pour partager ton retour d'expérience. Voilà. Alors, dans les maintenant 231 personnes qui nous ont rejoints, il y a des managers de transition évidemment qui découvrent ce métier-là et qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est une très bonne chose de s'intéresser à ce métier-là. J'en profite pour couper Outlook parce que sinon j'ai des mails qui continuent d'arriver. Et puis, il y a certains d'entre vous également qui sont des managers de transition très expérimentés. Donc, on a essayé de constituer ce webinaire en faisant un mix entre des informations du marché qui vont intéresser les plus expérimentés et puis évidemment une deuxième partie, un retour d'expérience de Marianne, qui a vécu ce métier de l'intérieur, ce métier qui s'avère finalement être relativement récent et assez confidentiel, parce que même si on voit beaucoup de pubs sur le management de transition, finalement, ça reste, on va revenir dessus au niveau du marché, ça se développe, mais ça reste relativement confidentiel. Voilà. Ce que je voulais vous dire avant de démarrer également, et ce qui fait une des spécificités, je pense, fortes de Delville, c'est que notre philosophie, nous, chez Delville, et la manière avec laquelle, avant de lire, Anne-Lise a renvoyé le premier slide, mais notre philosophie et notre souhait de faire du management de transition, nous, Delville, c'est d'être dans une relation au cœur d'une relation tripartite entre un client qui est dans une urgence, qui a mal quelque part, et un manager de transition qui recherche une mission. Et ça, on le met en avant, et même en interne chez nous, on dit que
Nous, notre job et notre mission, c'est de trouver des missions pour les managers de transition. Voilà, on inverse un peu les rôles. D'une part, parce que nos clients d'hier sont nos managers de transition d'aujourd'hui. D'autre part, et Marianne, peut-être, on en parlera tout à l'heure, nos managers de transition, il leur arrive parfois d'être internalisés, de poursuivre la mission chez nos clients, et donc eux-mêmes deviennent clients. Et donc, c'est fort de cette relation tripartite et d'un monde où tout le monde a besoin de tout le monde que nous menons notre business. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on essaie de travailler. Voilà, en mode un peu humaniste, c'est important, je pense que vous le sachiez. En tous les cas, c'est ce qui nous drive chez Delville. Voilà, enfin, juste en termes de 2-3 chiffres pour étayer, j'en appelle à votre indulgence, parce que je sais que manager de transition, vous êtes en contact avec de nombreux cabinets et potentiellement sur de nombreuses missions. Et donc, je sais que de temps en temps, lorsque vous attendez le retour de cabinet sur des retours, sur des entretiens que vous avez eus ou sur des CV qui ont été envoyés chez des clients, etc., sachez que si on ne fait pas le retour, nous, c'est parfois parce que nous-mêmes, en tant que cabinet, nous n'avons pas forcément le retour de nos propres clients, d'une part. Et d'autre part, c'est parce qu'on est au sein d'un volume d'informations à gérer qui est relativement important. Pour revenir dessus, mais à titre d'information, je regardais tout à l'heure, depuis le début de l'année, donc dans les 2 premiers mois, on a démarré chez Delville 28 missions et on a travaillé sur 70 missions. La différence entre les 70 et les 28, c'est des missions pas qui ont été prises par nos confrères ou par un concurrent, mais souvent, c'est nos clients qui nous disent on vous a sollicité, mais on va se débrouiller en interne. On a trouvé une solution en interne. C'est notre pire ennemi, nous, la solution interne. 70 missions, vu que notre promesse client, c'est de dire qu'en l'espace de 72 heures, on arrive à formuler une shortlist de 3 managers de transition, vous faites le calcul, ça vous fait sur 70 missions, ça fait en l'espace de 2 mois 210 managers de transition qu'on a eu en entretien et à qui on doit faire des retours. Donc je le dis et j'en appelle vraiment à votre indulgence, parce que c'est un volume d'informations qui est important. Donc, on va essayer de faire des retours à tout le monde, bien évidemment. Hein, c'est un gage de qualité de notre métier, mais c'est important que vous ayez ça en tête également. Alors, introduction, voilà qui est fait. Début de la table ronde, ça va arriver. On va parler, enfin moi je vais parler sur le management de transition, puis après je laisserai Marianne travailler, parler du manager de transition et de la vie du manager de transition. Il y a quelqu'un, je voyais, qui disait par mois ou par an. Alors, pour répéter sur les chiffres que je viens de dire, 70 missions, 70 demandes clients depuis le début de l'année. C'est-à-dire, en 2 mois, on a eu 70 demandes clients et en 2 mois, on a démarré 28 missions. Voilà. Alors, après, on laissera une place, bien évidemment, à des questions-réponses. Maintenant, tu peux passer au... Voilà. Alors, en termes un peu logistiques, si je puis dire, je veux bien que vous posiez les questions, mais exclusivement dans le question-réponse, le Q&A qui est le Q&A qui est en dessous, là, voilà, que vous voyez apparaître. Parce que si vous posez des questions dans le fil de la discussion, c'est compliqué pour nous de suivre tout le fil pendant que nous parlons. Voilà, ça c'est dit. Après, on vous enverra, pour toutes les personnes qui sont présentes, on vous enverra ce PowerPoint. Donc, prenez quand même un stylo et un crayon parce qu'il y a des informations complémentaires qu'on peut vous donner. Mais enfin, voilà. Ça, c'est dit aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Alors pourquoi c'est important? C'est pas que ça fait que de la pub à Delville, mais ça fait de la pub à Delville. 2, mon réseau le voit, votre réseau le voit. 3, les clients vont de plus en plus être amenés à faire appel au service de Delville ou d'autres. Et 4, ce sera encore plus de missions. Et 5, ce sera évidemment encore plus de missions pour vous, managers de transition, qui nous écoutez aujourd'hui. Donc tout ça, on essaie de se mettre dans
dans une spirale vertueuse pour faire connaître ce métier. Voilà. Slide suivant, vous voyez ma photo et vous voyez la photo de Marianne que j'ai présentée. Marianne, peut-être un petit mot sur ton parcours avant. Écoute, bien volontiers. Donc, je réponds aux 252 bonjours que j'ai vu passer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, écoutez, moi, j'ai un parcours qui est tridimensionnel. Donc, service client, direction commerciale, direction générale. Un parcours d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai découvert, il y a en effet maintenant 10 ans, donc le management de transition. J'en suis aujourd'hui à ma 10e mission. Je vais démarrer la 11e dans pas longtemps. Et la 2e était donc avec Delville. Et je fais cette activité au travers de ma société, donc Citron Nature Consultant. Et je suis très heureuse en fait de partager mon expérience et mon expertise. Et j'espère que ça vous donnera goût à toucher du doigt, voire plus, ce magnifique métier qui est le métier de manager de transition, et que en tout cas vous en connaîtrez tous les rouages. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure. Alors, slide suivant, on va vous expliquer pourquoi le marché est dynamique, pourquoi c'est un levier pour les DRH, quelle est la typologie de mission qui nous anime, évidemment. Quel est l'intérêt de recourir à un cabinet de management de transition pour le compte de nos clients, mais également quel est l'intérêt du manager de transition. Et puis un petit clin d'œil pour vous dire qu'on est deuxième acteur du marché pure player. Voilà. Alors le marché, quel est-il? Ça, c'est important que vous ayez ces données. Ces données que vous allez retrouver d'ailleurs sur le site de France Transition, qui est notre organisation professionnelle et qui a mandaté Xerfi assez récemment pour faire une étude. Et cette étude est venue compléter l'étude qui avait été faite en 2016. Et donc, on peut comparer les chiffres. Donc, on voit que de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, on est passé à 440. C'est 50% d'augmentation, une quinzaine de pourcents par an si on annualise pour les financiers. Et dans les répartitions des clients, on a d'ailleurs de plus en plus de grandes entreprises qui ont recours au management de transition. Moi, j'aime à dire quand même que notre cible client pour nous et pour vous trouver des missions, c'est plutôt, ça démarre à 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires de nos clients, parce qu'en dessous, c'est un tout petit peu trop petit. Voilà. Et puis, on va jusqu'à 1 milliard, parce que quand il y a un directeur général d'une société qui fait plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'il faut remplacer au pied levé, ben, généralement, soit on appelle un administrateur ou une personne membre du conseil d'administration, soit on appelle le directeur financier qui prend sa place, soit voilà, mais on n'appelle pas les cabinets de management de transition. Donc la transition, ça existe entre 50 millions et 1 milliard. Maintenant, il nous arrive de travailler pour des sociétés plus grosses. On travaille pour Engie, on travaille pour SAP, ou ce type de société, ou d'autres du CAC 40. Donc, il nous arrive. Mais la BU qui nous appelle, ou le patron de BU qui nous appelle, lui, est responsable d'une BU qui fait entre 50 et 1 million. Un levier RH de plus en plus reconnu par les entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le management de transition répond à deux caractéristiques qui sont systématiques quand un client nous appelle. Ces deux caractéristiques, c'est notre client, il est dans l'urgence, il y a un vrai problème court terme de mettre en place un manager ou une manager de transition rapidement. Et deux, c'est très urgent et il y a un enjeu qui est très important. C'est un fonds qui risque de perdre sa participation, c'est un projet avec des investissements très importants qui est en train de capoter. C'est une usine qui ne se construit pas à temps, c'est le remplacement d'un directeur financier qu'on est en pleine clôture comptable. Voilà. Donc à chaque fois qu'on nous appelle, c'est toujours très urgent avec un enjeu qui est très important.
Vous avez les principaux contextes d'intervention. Le commentaire qu'on peut faire, c'est que ces deux caractéristiques, urgence et enjeu, on le retrouve dans le restructuring. D'ailleurs, notre métier, management de transition, il est né du restructuring au début des années 90. Et puis, petit à petit, de 100% d'émissions dans le restructuring, on est passé à gérer de plus en plus de la transformation des organisations. Et finalement, nos clients ont dit, faire appel à un manager de transition ou une manager de transition, c'est très pratique et ça permet très rapidement de régler des gros problèmes. Et en fait, on a vu évoluer d'une part de managers, d'une part de missions propres au restructuring qui était à 100% il y a 30 ans, on est arrivé à 20% pré-Covid, 20% de nos missions avec un contexte restructuring et 80% qui étaient de la transformation des organisations. Donc la physiologie de nos missions a un petit peu évolué. Et puis depuis le Covid, pour répondre à une question que vous avez posée, on a cette part évidemment de restructuring, de contexte, de retournement un peu compliqué, évidemment qui augmente notamment beaucoup dans les métiers transport, tourisme, retail, etc. Voilà. Donc on a la part, et aujourd'hui c'est environ moitié-moitié dans le restructuring et moitié en transformation de nous, ce qu'on vit de nos demandes clients chez Belgique. Voilà. Sur les fonctions qui nous intéressent, il y a en gros une dizaine, 15% de nos missions, une mission sur 10, un peu plus qui sont liées à des directions générales ou des directions de PNL, des directions de business unit. On a un tiers des missions, c'est des DAF et des DRH. Quand je dis DAF et DRH, c'est au sein de la DAF, la direction financière au sein de la DRH. Ça peut être une direction de relations sociales, par exemple. Ça peut être même une direction de la paie. Vous arrivez d'impliquer des managers de transition pour aller chapeauter 50 payeurs ou payeuses dans des grands groupes. Il faut savoir que c'est extrêmement stratégique la paye. Si les gens ne sont pas payés dans une société de 30 000 personnes, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Donc on comprend bien l'enjeu immédiat. Et puis, sur le reste, la partie droite de mon camembert, on a évidemment une grosse part de notre activité qui est liée à la direction des opérations. Alors, c'est opérations au sens anglais du terme, des directions industrielles, des directions de sites, des directions de production, des directions supply chain, des directions des achats, etc. Et puis une dizaine de pourcents qui est en gros le reste des fonctions, direction commerciale et marketing. On commence à en voir de plus en plus, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis dans le 10%, il y a également beaucoup de DSI, de transformation digitale, ou voire des PMO, donc des Project Managers Office, directeurs de programme, ou des secrétariats généraux de projets. Voilà, je regarde la montre en même temps pour ne pas trop être bavard et laisser respecter notre timing. Alors, pourquoi recourir à une EMT? On appelle ça EMT, qui est un vocabulaire que je ne suis pas fan, je préfère dire cabinet de management de transition, mais France Transition, notre organisation, notre syndicat professionnel appelle ça EMT. Alors, quels avantages? Les avantages côté entreprise, c'est évident, avoir la capacité de sortir une shortlist client, une shortlist manager, de 3 ou 4 ou 5 managers en l'espace de quelques jours. Et encore, quand je dis quelques jours, c'est parce que vous avez compris qu'on avait 2 demandes par jour qui arrivaient, donc on a une volumétrie très importante. Mais si on traite une demande et qu'on s'y met tout le cabinet, on arrive à sortir 3-4 CV candidats, manager de transition disponible immédiatement, qui répond au cahier des charges clients. On arrive à sortir une shortlist en 2 ou 3 heures. C'est en une après-midi. Donc, pour réussir ce tour de force, c'est une base de données relativement importante. C'est une capitalisation sur 10 ans, 11 ans maintenant d'existence de tout notre travail. Donc, pour les entreprises, c'est ça qu'on vend. C'est vraiment de la réactivité. Et puis, c'est une expertise RH parce qu'on vient du métier du conseil en organisation, on vient du métier de la chasse de tête pour certains d'entre nous. Et donc, on a collé les process
qualitatif de la chasse de tête sur les process du management de transition, c'est-à-dire des entretiens, quand on dit une expertise RH et opérationnelle, c'est parce que chaque directeur de mission chez nous est un ancien opérationnel. Donc, c'est un opérationnel qui qualifie un besoin avec un opérationnel. C'est beaucoup plus facile puisqu'il y a 5 ans, il était à sa place. Donc, évidemment qu'ils se comprennent. Et ça, on le met en avant. Et puis après, c'est des entretiens, évidemment, avec une équipe chez nous qui s'appelle les connecteurs de talent, qui nous écoutent d'ailleurs. Et ces connecteurs de talent, ils vont faire passer un premier entretien, puis après s'occuper notamment de prendre des références sur les managers de transition. Voilà. Donc, on a essayé de calquer ces process-là. Et puis, j'en parlais, numéro 3, un réseau puissant. Et puis, pour les managers, quel est l'intérêt? Évidemment, avoir un flux, un volume de missions et des missions plutôt de qualité. C'est quand un client nous appelle, c'est parce qu'il y a des vrais besoins. Un accompagnement, évidemment, tout au long de la mission. Le contrat avec notre client, il ne s'arrête pas le jour où le manager démarre. Au contraire, notre contrat, il démarre le jour où le manager démarre. Donc, nous, notre job, il s'arrête à la fin de la mission, nous, Delville, également, parce qu'on passe un tiers de notre temps à suivre la centaine de missions qu'on a en cours actuellement, ce qui représente une implication de notre part très forte pour amener au succès de ces missions. Et enfin, je vais être trop bavard, et enfin, un réseau commercial, mais on va en reparler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà, c'était tout. Ah oui, quand même, à noter qu'il y a 60%, pardon, oui, c'est tout en bas, je ne le vois pas, hop, à noter qu'il y a 60% d'émissions qui sont réalisées via des cabinets de management de transition et 40% qui sont réalisées via le réseau des réseaux. Alors, je passe rapidement. Je suis très bavard. Hein, il faut vraiment que je te laisse du temps, Marianne. J'essaie d'accélérer. Delville Management, fondé en 2010, donc il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. On ne fait que du management de transition. On est pure player. Dans cette gamme pure player et aux deux gammes, on est deuxième du marché. On démarre en 2019, on a démarré 150 missions par an. On a une baisse de notre chiffre d'affaires en 2020 suite au Covid ou pendant le confinement. On n'a pas eu beaucoup de missions qui ont démarré, comme à peu près toute la profession. Je dis à peu près, il y a des exceptions. Et puis, nous, notre souhait, c'est, comme vous l'aurez peut-être compris dans mon préambule, c'est d'être très proche et de nos managers et de nos clients. Une manière d'être proche, c'est deux manières. Une, évidemment, physique, géographique. Hein. Donc, on est né à Paris, on a ouvert il y a 2 ans et demi un bureau à Lyon, on a ouvert un bureau à Lille et il y a une année qui fonctionne très bien. On est à Londres depuis 2013, on fait des allers-retours entre Paris et Londres pour adresser le private equity londonien qui nous envoie partout en Europe, comme la carte le montre après. Et puis en prime, c'est qu'on ouvre le bureau de Nantes. On l'a annoncé il y a 2 mois, mais on a recruté la personne la semaine dernière. Donc, on n'a pas encore communiqué dessus sur les réseaux sociaux, mais enfin, comme ça, vous aurez l'information. Et puis, on est présent via un réseau de partenaires également en Europe. Alors, ce ne sont pas que des mots, hein, c'est-à-dire sur pré-Covid, sur la centaine de missions en cours, on avait, je ne dis pas de bêtises, 12 ou 13 missions qui étaient en Allemagne et en Autriche, on avait 2 ou 3 missions qui étaient en Angleterre. Donc, ce n'est pas que des mots. L'international, c'est vraiment 15 depuis le début, c'est une quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires ou de du nombre de missions. Voilà. Et puis vous avez également nos valeurs qui s'affichent et qu'on n'affiche pas au mur de la société, mais qu'on essaie de vivre au quotidien. Voilà. Slide suivant, et avant de laisser la parole à Marianne, d'ailleurs, donc notre valeur ajoutée, vous l'aurez compris, c'est effectivement de connaître le métier et de connaître le métier de nos clients. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a la moitié de notre chiffre d'affaires qui est dans le monde de l'industrie et l'autre moitié dans le monde des services, hein, non-industrie. D'ailleurs, on s'est organisé comme ça chez Delville avec 2 pôles de business unit, industrie et services. Et puis donc, être des pros de notre métier. Également, j'en ai parlé en bas, une qualification avec, enfin,
qui est très structuré. Il y a un travail admirable qui est effectué par notre équipe de connecteurs de talents et nos commerciaux, directeurs de mission, business managers. Un suivi de mission dans lequel on s'implique beaucoup. Le Club Delville, que je n'ai pas évoqué, mais qui fait écho à la photo à gauche. Il y a un an environ, on avait reçu, enfin un peu plus d'un an, on avait reçu Dominique Gaillard, le président de France Invest et l'ex numéro 2 de Ardian, fameux premier fonds européen d'ailleurs, fonds de private equity. Le Club Delville, donc on organise ce type de rencontres avec des key people qui comptent 500 membres. Je l'ai dit, Delphine en est la responsable et est en charge de faire vivre ce club. Sur les 500, ce n'est pas 500 managers de transition, non, pas du tout. Il y a la moitié, une petite moitié même qui est manager de transition. Le reste, c'est vraiment tout notre écosystème. Et donc, on utilise beaucoup ce club pour suivre nos missions également et pour, s'il y avait un besoin d'expertise ou un besoin de renfort sur une mission, on sollicite les membres du club pour sécuriser le delivery, pour utiliser un peu un anglicisme. Voilà, quoi vous dire de plus qu'on est adhérent à une charte fiable et responsable qui nous pousse, enfin on le faisait avant, mais au moins on l'a labellisé, à respecter nos délais de paiement. Ça c'est très important, nos managers de transition, eux sont indépendants, enfin pour ceux qui sont indépendants, ils sont tous payés en temps et en heure, et pour ceux qui passent par les sociétés de portage salarial, également, elles sont payées en fonction des conditions qui ont été évoquées avec eux. Et puis, enfin, on est membre depuis le début de l'année de France Transition et à ce titre, on est en train de passer la certification Bureau Veritas. Voilà. Quoi vous dire de plus? Rien, si ce n'est que je laisse la parole à Marianne pour rentrer dans le vif du sujet, qui est l'avis du manager de transition. Marianne, nous t'écoutons. Écoute, merci Patrick. Alors, je t'écoutais et en même temps, je regardais les nombreuses questions qui ont défilé. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses très opérationnelles. Alors, je vais essayer, dans le cadre de ma présentation, déjà de glisser quelques réponses à de nombreuses questions que j'ai vues passer. Et pour les petits derniers qui nous ont rejoints, donc voilà, j'ai un parcours donc très orienté service client en direction commerciale et je fais donc du management depuis 10 ans. Et je suis ravie en fait de partager avec vous un certain nombre de sujets et en particulier un qui me paraît l'essentiel, c'est la posture du manager de transition. Et puis après, toutes les questions que j'ai vues passer, comment on trouve une mission, comment on fait pour que un cabinet ou un EMT, donc un cabinet de management de transition, nous contacte. Voilà, quels sont les statuts juridiques, tu en as parlé un tout petit peu, donc indépendant ou portage salarial. Et puis après, une fois que vous avez la mission, quelques petits trucs et astuces qui vous permettront d'en faire une réussite. L'objectif étant de ne pas en faire une, mais d'en faire plusieurs. Et je l'ai vu aussi de nombreuses fois la question, comment on fait pour en faire une, sachant qu'il faut, comme dans beaucoup de choses, commencer. Mais on en parlera. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'une part la posture du manager. Alors, dans ce slide, ce qui me paraît essentiel, au-delà de cette définition que vous avez dû sûrement entreapercevoir, et puis les quelques mots qui sont fixés là, je voudrais surtout vous focaliser sur des points essentiels. Alors, le premier, c'est que la différence avec un métier de consultant, c'est que le manager de transition, c'est un métier qui est un métier de terrain. C'est un métier opérationnel, c'est un métier de mise en œuvre. Donc, il faut accepter en quelque sorte, quand on a pu avoir des fonctions de dirigeant, quelque part de se relever les manches et de remettre les mains dans le cambouis, parce qu'on est vraiment sur le terrain. Patrick l'a dit, on est passé de restructuring à transformation, donc ce n'est pas de l'intérim. Donc François nous avait posé une question, la différence entre l'intérim de management et puis le manager de transition. Moi, j'avoue que je pense qu'il n'y en a pas, et même moi, à titre personnel, quand on me demande mon métier et que je dis manager de transition et que j'ai en face de moi un grand vide sidéral, je complète par intérim de cadre dirigeant. Ce qui me fait dire que la frontière est quand même très juste. Voilà, donc vraiment un métier donc, de changement, de transformation. On n'est pas du tout dans la continuité. Et puis surtout, c'est que, alors
j'aime assez souvent cette phrase, vous venez pour mieux partir. Donc, vous venez pour une durée qui est quand même relativement courte. Hein, les missions font en moyenne entre 6 et 9 mois. Vous n'avez pas une logique de carrière, donc vous avez une logique de contribution. Et j'insiste sur ce point-là et j'insiste sur la posture du manager de transition parce que souvent, mes clients me disent que dans le cadre de l'entretien, c'était avant tout un entretien de recrutement, ce qui n'est pas l'objet de l'entretien en fait. Il faut bien cerner les besoins du client, le contexte de la mission et en face, y apporter votre vécu professionnel en fait. Quel est le contexte initial dans lequel vous avez œuvré? Quels étaient les objectifs que vous aviez à atteindre? Quelles sont les actions que vous avez mises en place? Et du coup, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Et c'est vraiment d'une façon très analytique, très synthétique. On parle souvent d'un pitch de 2 minutes. Là, il prend tout son sens. Voilà, donc la posture du manager, c'est ça. Et puis, alors, autre point non négligeable, c'est que il faut que vous ayez en amont une situation claire par rapport à vous-même, par rapport à votre statut, votre posture. Alors, quand je dis votre statut, c'est déjà 2 aspects, c'est-à-dire la disponibilité et la mobilité. Patrick le disait, un EMT présente en 2 ou 3 managers, donc c'est peu. Si vous vous rendez compte après que la mission qu'on vous propose est au fin fond du sud ou à de nombreuses heures de votre domicile et que vous n'allez pas y aller, c'est avant qu'il faut le dire. Parce que le travail que fait un EMT pour sélectionner des candidats, pour présenter des candidats, c'est pas pour qu'ensuite les candidats se retirent pour des aspects, je parle, des aspects liés à leur statut, c'est-à-dire la mobilité, la disponibilité. N'allez pas non plus à un entretien avec une mission si vous n'êtes pas disponible. Et quand je dis disponible, c'est demain matin. Donc, moi, il m'est arrivé d'avoir un appel le mardi pour une mission et de démarrer le lundi d'après. Donc, c'est là aussi, au travers de ce comportement, que vous allez créer aussi une relation de confiance avec l'EMT. Et ça, c'est important, parce que Patrick l'a souligné, c'est un travail qui est très conséquent, le travail d'un EMT, et que si jamais vous le mettez en difficulté, il est peu probable qu'il vous contacte par la suite. Voilà, donc la posture du manager de transition, un point important. On a posé aussi une question, Philippe, sur le temps partagé, la compatibilité d'un temps partagé avec une mission de management de transition. Honnêtement, c'est 2 métiers complètement différents. Et pour moi, c'est absolument pas compatible. On parlait tout à l'heure de mission de terrain, de mission opérationnelle. Vous êtes à 200% consacré à votre mission et ça me paraît difficile de faire un temps partagé en parallèle. Ça ne s'adresse pas au même client, non? Oui, en plus, ça ne s'adresse pas au même client, tout à fait. Alors, point 2, comment on trouve une mission? Alors là, on en a vu des questions sur ce point-là, c'est la fameuse question. Alors moi, j'ai commencé par vous et votre réseau. Bien sûr, il y a les EMT, bien sûr, il y a des réseaux comme LinkedIn, il y a de l'intérim avec Michael Page, entre autres, et de nombreux autres acteurs. Il y a des chasseurs de tête, il y a des communautés, il y a une grosse centaine d'acteurs sur le marché. Certains disent qu'il y en a quasiment un qui apparaît, on va dire, tous les mois. Donc, ça ne manque pas. Maintenant, moi, je n'ai pas connu l'EMT qui vous appelle alors que vous ne la connaissez pas et qui vous dit « Tiens, j'ai une mission pour vous ». Il faut vraiment, au même titre que vous construisez un réseau, que vous construisez un réseau avec les EMT. Alors, ça passe par, bien évidemment, la mise à jour sur leur espace Internet, mais ça passe aussi par du relationnel, par de la rencontre, comme on peut créer son propre réseau, ça prend du temps. C'est un investissement dans la durée. Moi, à titre personnel, sur les 10 missions que j'ai réalisées, la moitié sont arrivées par moi-même et l'autre moitié par des cabinets. Voilà. Le statut. Alors là, je ne sais pas s'il y a des bonnes réponses. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est avant tout une question individuelle. Si vous êtes en train de nous écouter aujourd'hui, c'est parce que vous avez obligatoirement déjà une carrière professionnelle, je ne veux pas dire derrière vous, mais qui est déjà bien construite. Donc, vous avez aussi une situation individuelle par rapport à Pôle emploi, par rapport aux conditions dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui disponible, par rapport à votre retraite, votre parcours professionnel et aussi par rapport à vos envies.
C'est-à-dire que est-ce que vous voulez faire une mission de management de transition en vue de tenter d'intégrer une entreprise pour y rester? Donc, j'en profite pour le dire, une mission sur 5 donc, aboutit à un CDI. Soit vous souhaitez vraiment vous y investir et comme moi donc depuis 10 ans et de faire de cette activité une activité à temps plein et de la développer au quotidien. Et dans ce cas-là, bah voilà, moi j'ai commencé en portage salarial, hein, donc j'ai fait 3 ans de portage salarial de 2011 à 2014. J'ai trouvé ça très bien. En 2014, j'ai créé une SASU, donc je connais bien les deux statuts. Pourquoi j'ai créé une SASU? Parce que voilà, j'avais vraiment fait le choix d'être manager de transition. Je trouve que ça apportait plus de légitimité dans ma démarche et ça me permettait de diversifier mes activités, de faire d'autres choses dans le cadre de mon entreprise. Certains EMT peuvent vous recruter, ça arrive, hein, vous avez certains EMT qui salarient leur manager de transition, et puis vous avez, moi ça m'est arrivé, j'avoue j'ai eu toutes les formules, puisqu'on s'adapte avant tout aux clients, des clients qui vous CDIsent ou qui vous CDDisent, parce que par rapport à leur process RH interne ou par rapport à l'image que ça peut donner dans l'entreprise, ils préfèrent un CDD qu'une facturation à la journée. Voilà. Donc, une palette de statuts, c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous pouvez prendre celle qui vous convient le mieux. Alors, les qualités indispensables du manager de transition, voilà, j'ai listé, on va dire, les 6 essentiels. Là aussi, ce sur quoi je voudrais vous sensibiliser, c'est que tous les anciens dirigeants ne sont pas des futurs managers de transition, et tant mieux, parce que ça laisse un peu plus de place pour les autres. Mais au-delà de ça, c'est un mode de relation avec l'entreprise qui est particulière. C'est une durée courte, hein, donc si c'est 9 mois, c'est court. Il faut aller vite. Et puis, il faut, j'en reviens au point 1, donc accepter ou en tout cas aimer la partie opérationnelle, la partie terrain. Et puis ce système un peu de sprint, hein, c'est-à-dire que pendant 6-9 mois, je disais tout à l'heure, hein, on est consacré à 200% sur cette mission. Et puis ensuite, il y a l'intermission, donc, qui peut durer de 3 à 6 mois. Voilà. Donc il y a une façon aussi de gérer son énergie. Et puis accepter aussi, bien évidemment, l'éventuelle mobilité. Hein, donc Patrick l'a dit, hein, vous avez un tiers, un quart des missions qui sont en Île-de-France et tout le reste en province. Et Dieu sait que la France est un grand pays. Tu disais, Marianne, les 100 jours, tu comparais les 100 jours d'un homme politique, hein, et tu disais que ça équivaut, enfin, on pouvait calquer ça avec le management de transition, mais ce serait plutôt autour d'une dizaine de journées seulement pour le manager de transition, quoi. Tout à fait. Les fameux 100 jours de grâce de notre président de la République sont ramenés à 10 jours pour un manager de transition. Et vous avez vraiment une posture qui est totalement différente. D'où la notion de vitesse. Alors, la vitesse et précipitation, ne mélangeons pas les choses. Et du coup, la règle pour réussir une mission, je dirais que la plus importante me paraît la dernière, c'est-à-dire les hommes. Je le redis, hein, vous venez pour mieux partir. Vous allez mettre énormément d'énergie. Ce qui est important, du coup, c'est que les équipes s'approprient cette transformation, s'approprient une éventuelle réorganisation et donc puissent faire perdurer l'organisation. L'idée, c'est de pas mettre en place quelque chose qui, à votre départ, hein, moi je parle souvent de manager de transition ou manager en transition, et je dis souvent que je passe autant de temps pendant la mission que à confier et à passer, à faire la transition donc, de cette mission. Il ne faut pas se positionner en disant « moi je sais, vous ne savez pas ». Voilà, il faut avoir une posture qui permet de mettre en place très rapidement une relation de confiance. Et puis bien évidemment des quick wins, parce que c'est par des actions que vous allez acquérir et marquer votre légitimité par rapport aux équipes. Alors, des petites questions qu'il est bon de se poser. Donc, je vous les laisse vous les poser à vous-même. Alors, elles sont de 2 ordres et elles complètent bien ce que j'ai tenté de vous partager avec vous. Là, elles sont plutôt d'ordre professionnel. Hein, et donc, là, je veux vous sensibiliser sur le côté terrain et sur le côté
voilà, vous êtes surdimensionné. On a tous, ou certains d'entre nous en tout cas, ont pu diriger des entreprises et vous allez peut-être vous retrouver directeur de business unit ou directeur d'un département. Et donc, il faut accepter cette surdimensionnement, pardon, qui s'associe donc à des aspects très opérationnels et des aspects de proximité. Donc ça, c'est pour la partie pro. Sur la partie perso, et c'est important, et donc c'est le deuxième volet des questions, il faut avoir le mental de la période d'intermission, hein, parce que voilà, donc vous connaissez la fin, mais vous ne connaissez pas le début de la suite. Donc parfois, il peut y avoir des périodes longues et il faut savoir mentalement les gérer. Ensuite, c'est un métier, voilà, quand on a eu un CDI, et je parle souvent de faire le deuil du CDI, hein, quand on est habitué à exprimer notre parcours ou à la question vous faites quoi aujourd'hui, on a l'habitude de répondre voilà, on a tel poste dans telle société. Voilà, là on dit on est manager de transition et dans 6 mois je ne sais pas où je serai, quoi. Donc voilà, donc c'est une posture qu'il faut accepter, dans laquelle il faut être à l'aise. Et puis c'est le dernier point, alors je ne sais pas pourquoi toujours les derniers points sont les plus importants, mais voilà, vous allez avoir 2 métiers de front, hein, c'est-à-dire que, alors moi, ma première mission, quand je l'ai faite, je me suis investie à 200%. Quand j'ai fini la mission, je me suis retrouvée à la ligne de départ, donc je n'avais pas du tout travaillé mon réseau. Et donc, il a fallu que je recommence, enfin, en tout cas, je réalimente le relationnel. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai appris avec le temps à mener de front 2 métiers et à ne pas laisser mon réseau trop en silence pendant que je suis en mission. Et ça aussi, voilà, on en parlait hier avec Patrick, il faut savoir se vendre. Et on n'est pas obligatoirement toujours habitué à faire ça parce que dans le cadre d'un recrutement, le client a un besoin bien défini et la relation est assez différente. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, juste pour votre information, on en a parlé tout à l'heure, donc j'ai créé une société, et donc j'ai diversifié un petit peu mes activités tout en restant manager de transition. Et ça me paraissait important en fait, parce que je me rends compte que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser un certain nombre de questions. Et donc, j'ai monté en fait, ça va faire maintenant 6 mois, une formation en 4 ateliers. Donc, ce sont des ateliers, des web ateliers, vivre avec son temps, donc, qui sont le soir, 18h30, 20h. Vous avez 4 ateliers. Et je reprends en fait tous les éléments, donc les acteurs. Je vous fournis la liste de la centaine d'acteurs que j'ai pu identifier aujourd'hui, donc avec l'ensemble des coordonnées pour que vous puissiez les contacter. Je vous ai concocté une petite différence entre les différents statuts juridiques. Voilà, je vous donne mes trucs et astuces pour alors, trouver des missions. Je ne m'engage pas à ce que vous trouviez vos premières missions, mais en tout cas, vous donner toutes les chances de pouvoir atteindre une mission. Et pour que cette mission puisse réussir et que vous soyez à l'aise dans la posture, vous partagez mes outils. Donc, vous sortez de cette formation avec un magnifique Padlet, un mur virtuel dans lequel vous avez un certain nombre d'informations. Voilà, donc Melville vous en parlera plus longuement, enfin, à travers le mail qui vous sera envoyé prochainement. Pour être précis, Marianne, tu m'as dit tu la commercialises 380 € TTC cette formation. Exactement. Donc, je commercialise les 4 web ateliers pour 380 € TTC. Mais allez voir sur le site Citron Nature. Je pense que tout est assez bien expliqué. Voilà. J'aurai grand plaisir à vous permettre de vous professionnaliser ou de toucher du doigt et de devenir un futur manager de transition. C'est un métier plein de passion, plein d'énergie, plein d'envie et plein de belles rencontres surtout, et de beaux projets. Voilà. Et nous, Delville, c'est important en termes de transparence de dire qu'on fait ça gracieusement et qu'on fait ta publicité gracieusement, Marianne. Parce que merci. On s'entend très bien, on est très content. Après, que tu puisses capitaliser sur tes 10 ans d'expérience pour des nouveaux managers de transition, voire pas de nouveaux, et ça peut être très bien. Et moi, je trouve ça très intelligent de le faire. Mais bon, sachez qu'on ne prend pas de commission, nous, Delville, on n'a pas d'intérêt financier là-dessus. Mais je trouve que c'est très bien de le faire en tous les cas. Bravo à toi d'avoir pris le temps de le formuler, voilà, de t'y être posé. Questions-réponses. Je vous laisse la parole, Anne-Lise et Delphine.
Oui, tout à fait. Alors, pas mal de questions nous sont parvenues et d'ailleurs, même en amont de ce webinaire, le management de transition et la culture du recrutement des entreprises françaises. Est-ce que ces entreprises sont frileuses de faire appel à des professionnels de plus de 50 ans? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais non, en fait, c'est même plutôt l'inverse. S'il y a un métier, excuse-moi Marianne, hein, où les cheveux blancs rassurent, tu n'as pas de cheveux blancs, toi. Mais c'est bien le management de transition. On a eu, moi je peux vous raconter des anecdotes, Gilles, que j'avais impliqué, acteur du e-commerce, sur une mission d'une petite année. Et à la fin, ils ont voulu le recruter. C'était pour aller gérer des entrepôts. Il y avait 250 personnes à manager. Et il a dit, non, non, moi, je n'y tiens pas. J'ai 60 ans, c'est ma liberté, je n'y tiens pas. J'ai une autre personne qui s'appelle Alain, qui a fait une direction de production dans le Nord. Pareil, une équipe de 450 personnes. Et la responsable du site souhaitait embaucher, elle s'appelait Patricia, elle souhaitait embaucher Alain. Et Alain, il a dit, non, non, hors de question. Moi, j'ai 63 ans, j'ai une maison à refaire. Et donc, il est hors de question qu'après tous ces mois, il avait fait une belle mission de 18 mois. Et finalement, il a vraiment refusé. On l'a même inscrit dans une enquête qu'on a faite l'hiver dernier, hein, enfin il y a un an en fait. Et on a posé la question, vous êtes manager de transition professionnelle, si vous aviez un CDI qui se proposait à vous, est-ce que vous le prendriez ou pas? Et en fait, de manière, c'est pas surprenant, hein, mais enfin, il y a 3 personnes, 3 managers professionnels sur 4 qui refuseraient un CDI. Les gens, une fois qu'ils ont goûté à la liberté du mode mission, ils ne veulent plus repartir en mode pérenne en entreprise. Marianne, c'est ce que tu exprimais un peu tout à l'heure. Oui, alors déjà 55 ans, ça me perturbe un peu. Parce que moi j'ai commencé, je n'avais pas 55 ans et je les ai tout juste. Et d'ailleurs, c'était une des questions que j'ai vu apparaître aussi. Je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est d'abord une question d'expérience, parce que voilà, il faut être crédible et légitime. Et d'autre part, par rapport à est-ce que les entreprises sont prêtes? Oui, parce que vous avez des entreprises en fait qui ont un problème. Alors, problème, le mot n'est pas très joli, mais ont un contexte et un enjeu stratégique à résoudre. Et que si elles ont en face le couteau suisse qui leur permet et qui leur apporte toutes les solutions en étant surdimensionnées sur un délai très court, il n'y a pas de question d'âge et il n'y a pas de question de je ne prends pas oui ou non des managers de transition. Je pense que c'est un faux débat. Ok. Question suivante. Il y a une petite demande pour aller plus vite dans les réponses. Comme ça, on enchaînera plus de questions. Vu. Ça marche. Formation et certification management de transition, est-ce que c'est vraiment reconnu par les EMT? Est-ce une réelle valeur ajoutée pour obtenir une mission? Allez, je réponds. Moi, je ne suis pas certifiée. Mais par contre, ce qui me paraît essentiel, et ce n'est pas parce que je fais de la formation, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez la posture du manager de transition et que vous ayez compris les clés de fonctionnement d'un EMT, que voilà, vous ne pouvez pas y aller comme ça en étant un bleu, quoi. Je pense qu'il faut un minimum d'informations. Alors, certification, jusque-là, je ne sais pas, mais en tout cas, un minimum. Et moi, je dirais, c'est un nouveau métier. Comme tout nouveau métier, ça s'apprend. Il y a des choses à apprendre. Et en revanche, pour être complètement sincère, à présenter une shortlist de managers dont certains sont certifiés managers de transition et d'autres ne sont pas certifiés, ça ne joue pas dans le choix du client final. Ça ne joue pas dans le choix. Question suivante. Patrick, une question pour toi. Quelles sont les tendances en ce début d'année? Quelles sont les tendances en termes de contexte de mission, de métier et de secteur? Merci. C'est là où il faut être synthétique. Non, la tendance est à la hausse, hein. C'est-à-dire, nous, on a eu un écrasement du nombre de missions démarrées pendant le premier confinement. J'en parlais. Le deuxième confinement, on ne l'a juste pas du tout senti. Et donc, on n'est pas du tout inquiet sur la suite. S'il y avait un troisième confinement, ça continuera. Moi, je parle au nom de Delville, mais je parle très souvent avec mes confrères. Donc, je vois que toute la profession vit ce même redémarrage. Donc, en fait, ça a été lent jusqu'au mois d'août dernier. Et depuis le mois d'août, depuis qu'on est rentré des grandes vacances, ça n'a pas arrêté d'accélérer. Et donc, on a de plus en plus de demandes. Alors, il y a plusieurs
raison à cela, hein, c'est que nos clients manquent de visibilité. Comme ils manquent de visibilité, ben, ils préfèrent prendre un manager de transition plutôt qu'embaucher quelqu'un. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que pré-Covid, on est sur du plein emploi. Hein. Sur les cadres dirigeants, on est sur 3,5% de chômage. C'est-à-dire que des managers de transition, ben, finalement, il n'y en a pas tant que ça disponible lundi pour démarrer une mission. Et je ne sais plus ce que je vais dire. Mais c'est pas grave. Ça me revient. En termes de fonction et de secteur d'activité en début d'année. Et donc, les secteurs d'activité, est-ce qu'on en a en particulier qui sont touchés Comme je disais, il y a la moitié de nos missions qui sont liées au restructuring. Donc, toutes les activités que j'ai citées tout à l'heure, qui vivent, évidemment, qui sont Covid plouf, hein, elles nous appellent parce qu'elles ont besoin de monde. Ça, on le comprend bien, dont le retail. Hein, je voyais quelqu'un qui posait une question en particulier là-dessus. Et puis, pour celles qui passent mieux le Covid, elles continuent à se transformer. Au contraire, elles continuent à racheter leurs concurrents, elles continuent à lever des fonds, à changer d'actionnaires. Et donc, pour faire tout ça, elles ont besoin de personnes. Donc, ça crée de la transformation, ou ça crée du mouvement, en fait, au sein de nos clients. Et qui dit mouvement dit à un moment donné, il faut des managers pour gérer ça, et donc est très propice au management de transition. Et voilà mon idée que je vous ai expliquée tout à l'heure, mes revenus, c'est que l'autre facteur, c'est qu'un cabinet, un de nos clients qui voudrait embaucher un manager tout court en CDI, il lance une chasse. Mais aujourd'hui, les candidats qui se font appeler par les chasseurs de tête sont très frileux à changer d'entreprise dans ce contexte qui est incertain. Donc, c'est aussi une des explications qui fait que nos clients n'ont pas d'autre choix, ou du moins, ça pousse à développer le nombre de missions de management de transition. Il y a peu de sollicitations sur les fonctions communication, marketing, commerce, digital. Une explication à ça? Alors, il y en avait. Alors, digital, il y en a. Hein, il y a des missions en transformation digitale, il y a des missions, des projets sur la transformation digitale, il y a des missions. Voilà. En revanche, commerce et marketing. Alors, moi, je me l'explique de la manière suivante. C'est compliqué pour un directeur général d'une boîte de dire je perds pour une raison XY, où je remplace mon directeur commercial, et donc je vais prendre un directeur commercial de transition pendant 6 à 9 mois, que je vais présenter à mes clients en disant c'est un directeur commercial, mais en fait il est là que pendant 6 ou 9 mois, et puis c'est le temps de recruter. Bon, c'est pas audible. Côté, vous voyez, vous mettez l'entreprise dans une situation qui est difficile. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a moins de missions de direction commerciale. Maintenant, il nous arrive d'avoir des missions de direction générale à tendance commerciale. Sur les aspects marketing, c'est vrai que on le comprend, on peut avoir, ça répond toujours le management de transition à ces deux conditions, qui est l'urgence avec un enjeu important. Et en marketing, vous pouvez avoir à organiser un événement, vous pouvez avoir à... Mais on peut se débrouiller différemment, on peut se débrouiller avec des gens part-time, on peut se débrouiller avec une agence de com, on n'est pas forcément obligé d'avoir recours à un manager de transition. Quand vous avez un directeur financier en pleine clôture qui s'absente pour une durée longue, vous n'avez pas d'autre choix que de faire appel à un manager de transition. Je pense que c'est là la différence entre ces différentes fonctions. Alors, Marianne, une question pour toi. Comment occuper le mieux l'intermission? Quels conseils peux-tu donner par rapport à ça? Alors, pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec un futur potentiel manager de transition qui me disait c'est pas grave, je vais reconstruire un mât en Provence. Alors, je ne sais pas si tout le monde a un mât en Provence à reconstruire, mais ça peut être une façon d'occuper sa mission, son intermission. Moi, personnellement, alors déjà, sachez que quand vous avez fini une mission, vous pouvez vous accorder déjà une petite semaine, voire 15 jours de vacances, parce que vous n'en prenez pas vraiment quand vous êtes en mission. Ensuite,
c'est là où on diversifie un peu ses activités. Donc, vous pouvez faire du conseil. Voilà. Maintenant, là où il faut être très vigilant, c'est qu'il n'y a pas 250 000 missions qui se présentent tous les jours. Il faut trouver le bon compromis, et ce n'est pas toujours simple, avec la disponibilité. Donc, il faut que ce soit des activités qui soient une journée par-ci par-là. Moi, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la formation. Et alors là, je peux vous dire que ça ne pose aucun problème à un client. Alors, je pense que tu confirmeras, Patrick, mais un client que vous voyez le lundi et à qui vous dites c'est très bien, parfait, on commence lundi prochain. Bon, peut-être pas la première semaine, mais si vous lui dites tel jour dans le mois et puis tel jour dans le mois, je ne pourrais pas être là parce que j'assure une formation ou un coaching, ça ne m'a jamais posé de problème. Maintenant, vous le compensez avec 200% de présence sur le terrain. D'accord. Une autre question pour toi, Marianne. Quand un manager arrive dans une entreprise, comment doit-il communiquer auprès des équipes? Doit-il indiquer qu'il est manager de transition? Oui, oh oui, 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 surtout. La transparence. Alors, premier conseil, attention à votre Google. Vous allez arriver en mission management de transition, votre nom va être donné. Une grosse partie des collaborateurs avec lesquels vous allez travailler ont fait Marianne Citron sur Google. Donc, attention à ce que vous mettez sur Google. Je me suis retrouvée dans une mission, au bout d'une semaine, j'ai été convoquée au CSE, soi-disant que j'allais rationaliser et externaliser la moitié de la société. Donc, attention à ça. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment d'être transparent. Moi, je dis, je le redis, vous ne ferez rien sans les hommes. Donc, embarquez-les avec votre projet. Moi, je leur dis en toute transparence, dans 15 jours, 3 semaines grand maximum, je vais faire un rapport d'étonnement. Ce rapport d'étonnement, vous le verrez. Je vous le communiquerai tel que je le communiquerai à vos dirigeants. Voilà, il faut vraiment être d'une grande, grande transparence parce qu'obligatoirement, les gens vous regardent. Voilà, où sont. Donc, oui, il faut dire qu'on est manager de transition et moi, je suis très transparente. Je donne la durée, je donne tout. Je fais preuve d'une grande transparence. Pour compléter, Marianne, on doit être à un petit millier de missions qu'on a démarrées depuis que le cabinet existe. Parfois, les clients, on a toujours été transparents, et parfois les clients nous demandent qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut être transparent ou pas, et on dit effectivement que c'est systématiquement à 100%. Les managers de transition ont toujours été déclarés comme étant managers de transition chez nos clients. Le management de transition et l'international, pourquoi il y a aussi peu de missions à l'international? Nous, je disais en préambule, on fait 15% de nos missions sur l'international, bon, ce qui est pas mal, on le fait une des explications, c'est notre bureau à Londres où on adresse soit d'ailleurs les Français qui travaillent en private equity, soit les Anglais qui travaillent en private equity londoniens et qui investissent partout ailleurs en Europe, mais qui n'ont pas forcément les réseaux. Ce qui nous a amené en Autriche et en Allemagne d'ailleurs. Et puis, on a eu un autre client français, mais qui a fait une grosse opération de reprise d'un concurrent, pour faire simple, et donc il y a eu besoin de nous en Allemagne. Donc c'est comme ça qu'on a. Donc on a travaillé pour des clients, soit participation de fonds, quels qu'ils soient, à l'étranger, soit pour des clients, des branches étrangères de grands groupes, enfin de groupes français. Voilà un peu l'explication. Après, je pense que nous, notre partenaire, par exemple, s'appelle Go Interim, est né à Salzbourg et est présent à Munich, Düsseldorf et Hambourg, en Allemagne. Lorsqu'il a besoin à Berlin d'un directeur supply chain ou d'un directeur financier, il n'a pas besoin d'un Français qui parle allemand, quoi, hein. Il a besoin d'un Allemand pur souche et donc il l'a dans son réseau. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça s'explique, quoi. Ok. Il est 12h59. Est-ce que l'on continue sur les questions? Il est 13h02. Moi, je vois juste quelques questions que j'ai vite fait. SASU, on me demande ce que c'est. Donc, c'est une société anonyme simplifiée unipersonnelle.
Vincent, 59 ans, le portage salarial. J'ai oublié de dire que quand même le portage salarial, par les temps qui courent, vous avez un statut de salarié. Donc, certains qui étaient en portage salarial ont profité pendant le Covid du chômage partiel. C'est peut-être bon de le savoir. Le portage salarial aussi vous permet par rapport à Pôle emploi, et c'est pour ça que je parlais de situation individuelle, de reconstituer en fait des droits à l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Donc voilà. Bon, c'était juste des petites questions qui me paraissaient bien pratico-pratiques et que certains ont posées, qu'à mon avis, d'autres doivent avoir. Ok, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. En tous les cas, on ne va pas pouvoir répondre et puis on essaie d'être très, très précis sur l'horaire. Voilà, que vous soyez nombreux et la prochaine fois également à nous rejoindre et à nous écouter. Donc on s'y tient. On reste à votre disposition, bien évidemment. Merci beaucoup de votre écoute à vous tous. Merci beaucoup, Marianne, pour ta participation et pour avoir pris l'initiative de proposer cette formation. Merci beaucoup, Delphine, pour les questions et pour ton animation du Club Delville. Et merci beaucoup, Anne-Lise, pour l'organisation, et je sais que c'est lourd, de tout ce webinaire. Voilà, merci, très belle journée à vous, à très bientôt.